comment accède-t-on à l'information en 2020? Alors, je passerai assez rapidement sur ce point-là. Je pense que vous connaissez un petit peu les chiffres, mais c'est bon de se rappeler que finalement, le plus gros apporteur de trafic sur les sites Internet en tant que référent, finalement, c'est tout l'écosystème Google. Bien sûr, il y a le moteur de recherche, mais il y a les images, et vous voyez que c'est colossal parce que ça dépasse les 20%. D'ailleurs, ils ont beaucoup progressé. YouTube, bien évidemment, et puis les réseaux sociaux. Mais regardez et soyez attentifs sur les chiffres de Facebook et Amazon. Finalement, dans le nombre de recherches globales qui sont proposées à chaque jour, les milliards de recherches, au final, Amazon et Facebook ne représentent pas grand-chose. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas intéressants. Je dis simplement que finalement, toute l'attention est d'abord sur l'écosystème Google. Et effectivement, quand je disais RP, c'était relations presse. Vous faites bien de mal pailler. Je vais essayer d'être plus clair avec les acronymes. Et en voilà un bon d'ailleurs. C'est comment évolue la SERP de Google. C'est la Search Engine Result Page. C'est la page de résultats de recherche de Google. Je vous emmène directement dans notre sujet parce que, vous l'avez compris, Google focalise toute l'attention et en fait, il ne cesse de faire progresser ces pages de résultats de recherche avec de nouvelles fonctionnalités. Et la plus connue, ou celle qui a le plus progressé ces derniers temps, eh bien, ce sont les feature snippets. C'est-à-dire, dans quasiment toutes les requêtes incluant un verbe d'action ou une question, SEMrush nous dit dans son baromètre, c'est un outil de gestion de la visibilité des résultats de recherche, 8% des recherches affichent des feature snippets. Et quand on est sur une intention de recherche du type informationnel, comment faire si je cherche une information sur cela, comme ici le prix du fuel en Alsace, comme par hasard, Google répond directement à la question en piochant dans les résultats les plus pertinents de ces résultats de recherche. De façon complémentaire, les People Also Ask. People Also Ask, en fait, ce sont des feature snippets dynamiques qui s'affichent à l'intérieur d'une page de résultats de recherche sous forme d'accordéon. Si je clique sur un onglet, derrière, j'ai la réponse qui s'affiche. Déjà, 15% des résultats de recherche Google affichent des People Also Ask. C'est énorme et vous commencez à vous dire, effectivement, ça influence d'une façon ou d'une autre le comportement des utilisateurs vis-à-vis des résultats. Plus spectaculaire encore, j'ai envie de dire, eh bien, c'est le knowledge graph, parce que le knowledge graph, c'est un graphe de connaissances qu'a constitué Google grâce à la détection d'entités nommées, glanées dans ses résultats, et il anticipe déjà le coup d'après. Si vous posez la question à Google Audi Q5, il sait que vous allez probablement demander des images, c'est pour ça qu'il les affiche, que vous allez demander des dimensions, des prix, pourquoi pas le volume du coffre, etc. Voire un accès aux gammes. Finalement, il y a déjà le coup d'après. L'idée, c'est quelle intention se cache derrière votre demande. Et elles sont probablement multiples, soit transactionnelles, alors aller vers les prix de la version, soit informationnelles, et dans ce cas-là, vous avez les informations. C'est ça qui est intéressant. Donc, il est là en entonnoir pour cerner finalement vos besoins. Et dans près de 50% des demandes faites sur Google, il y a des knowledge graphs. Je vais passer un peu plus vite, mais dans 58% des cas, vous avez des images. Et lorsque l'on fait des demandes directement liées au e-commerce, table basse scandinave, il est clair que la réponse la plus appropriée, probablement celle qui est la plus plébiscitée par les utilisateurs, ce sont les images. Je veux voir le produit et ensuite éventuellement l'acheter. Donc, probablement que, en termes de tactique, le plus intéressant pour accéder finalement à votre produit, ce sera les images, tout simplement. Si vous vendez des piscines, c'est pareil. Vous vendez du rêve et probablement que les images prennent le pas sur les résultats classiques. Les vidéos également, elles apparaissent dans 6% des recherches Google et encore plus, une proportion plus élevée encore, bien sûr, si vous faites vraiment des questions du type « how to ». Et le confinement le montre, le do-it-yourself fait exploser les carousels vidéo pour fabriquer soi-même via les tutos.
Et bien entendu, dans la plupart des cas, vous pouvez cumuler finalement tous ces éléments. Feature snippet, people also ask, il y a même des news tout en bas, vous avez aussi un knowledge graph à droite, des images. Finalement, votre page de résultats de recherche est surtout un tableau de fonctionnalités visant à mieux comprendre l'intention qui se cache derrière votre requête. Et puis, vous allez vous enfoncer plus vers l'informationnel ou du transactionnel selon ce que vous avez derrière la tête. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'était plutôt pour les requêtes hors marque faites par les internautes qui ne connaissent pas votre marque. En revanche, pour ceux qui connaissent votre marque, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres fonctionnalités pour prendre plus de visibilité. Par exemple, les site links. Quand je tape Aubert, magasin de puériculture, eh bien, j'ai la possibilité d'accéder directement à des pages internes, les poussettes, les chambres, mais je peux aussi faire une recherche interne finalement à aubert.com via Google, puisqu'on a mis en place cette recherche interne. Et cela apparaît pour les recherches de marque dans 78% des cas. Donc, c'est un moyen qu'il faut utiliser et qui est très malléable. Bien sûr, les avis, je vais passer rapidement là-dessus, mais les avis vous disent quoi? Qu'il faut soigner votre réputation parce qu'ils sont plébiscités dans les résultats de recherche, parce qu'ils sont plébiscités par les utilisateurs. C'est pour ça que Google les met en avant. Et bien sûr, ils sont très prescripteurs de clics. Donc, vous avez tout intérêt à les afficher et à soigner l'expérience client. Un point qui me semble extrêmement important aussi, c'est que si vous pensez, et on va le voir après dans la deuxième partie de méthodologie, votre stratégie de façon globale, en réalité, il faut aussi agir localement et Google fait la part belle aux résultats locaux. On peut presque dire que toutes les requêtes de Google amènent finalement une localisation quasi systématiquement. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Il faut donc utiliser Google My Business. Aujourd'hui, il y a plus de 36 millions de business qui l'utilisent et vous avez tout un tas de fonctionnalités pour apparaître de façon implicite dans les requêtes qui disent finalement je veux savoir à côté de chez moi, par exemple ici, quelles sont les agences qui proposent une assurance auto. Ce qu'il faut retenir pour cette première étape dans notre discours ce matin, c'est que l'évolution de la page de résultats de recherche, elle passe de 10 liens bleus en 2015 à, en 2020, tout un tas de fonctionnalités qu'on a essayé de vous mettre là à droite. Et finalement, en 5 ans, on s'est rendu compte que ça a beaucoup évolué. Vous le voyez, ça n'a plus rien à voir. Et surtout, le chiffre important à retenir, c'est que moins de 2%, c'est la part des recherches sans aucune fonctionnalité. Donc, vous êtes, en tant que marque, obligé d'inclure ces fonctionnalités dans votre stratégie de visibilité. C'est bien d'être premier dans Google pour un lien bleu, mais vous voyez qu'une première position peut être très éloignée, finalement, du haut de l'écran. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette deuxième étape, où on peut se poser la question, mais finalement, est-ce que Google ne joue pas aussi un peu à être un concurrent des marques? Et je vous propose d'illustrer ça par des exemples concrets. Lorsque vous faites des recherches en tant qu'utilisateur sur une définition du confinement, par exemple, tout en haut, lorsque je fais ma recherche, la suggestion de recherche de Google est déjà en train de vous répondre. Je n'ai même pas encore appuyé sur « Entrée » ou sélectionné un mot-clé. Donc, il s'est mis de plus en plus tôt dans la requête. Et quand bien même j'appuyais sur « Entrée », il se situait encore en haut de la rousse avec sa propre définition. Donc, quelque part, même clairement, il réduit la part de trafic pour la rousse. Pour la météo, c'est pareil, et je suppose que vous l'utilisez vous-même. On vous donne directement les tendances de météo quand vous posez la question à Google. Quand je demande un fait, comme quelle est la fortune de Jeff Bezos, là aussi, Google me répond directement. Si je recherche des paroles, de la même manière, Google me répond directement. Et plus impressionnant encore, ici, je suis sur mobile. Si je fais une recherche sur un film, Toy Story 4, combien y a-t-il de résultats organiques ici, d'après vous? En réalité, il y en a deux. Il y en a deux et il faut déjà faire un premier scroll, un deuxième scroll pour arriver à Allociné qui est le premier et Wikipédia qui est juste en dessous. Donc si aujourd'hui vous êtes un site de VOD
ou un site média qui se nourrit de la publicité en critiquant les films, en évaluant les films, vous n'aurez pas de part de voix ici. Ça n'est pas possible, ou c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est un point important. C'est la même chose pour les événements. Ici, sur mobile, je n'ai que 2 résultats organiques en 3 scrolls. C'est Ticketmaster et Info Concert. Voilà. Donc, les positions sont de plus en plus difficiles à obtenir. En tout cas, vous voyez qu'une position 1 ne veut pas dire tout en haut de l'écran. Mais le cas, je crois, qui est le plus intéressant à vous partager, c'est ce qui se passe dans le tourisme, c'est ce qui se passe dans le voyage globalement, et qui probablement, ça n'engage que moi, préfigure de ce que Google est en train de faire, comment il est en train de se transformer. Si par exemple, vous faites une recherche hôtel à Berlin, pardonnez-moi, hôtel à Berlin, vous avez directement Google Hôtel à gauche sur desktop, à droite sur mobile, qui prend tout l'écran. Google Hôtel, finalement, c'est la liste de vos hôtels, un peu comme Google My Business. Si je vais plus loin, j'ai bien la possibilité d'avoir un lien vers site web, mais vous voyez que ce qu'on voit le plus, c'est surtout toutes les informations de l'hôtel, prix, avis, emplacement, à propos, photos. Il y a le prix, il y a toutes les informations de l'hôtel, y compris les photos prises par les utilisateurs, et je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Si je m'appelle Riu Plaza, si je m'appelle Bellambra, je n'ai pas la maîtrise là-dessus. Ce sont toutes les informations qui sont glanées par tous les gros hubs du type TripAdvisor, Booking, Hotel.com, et je n'ai pas la maîtrise. Et si je réserve une chambre, je passe par ces gros hubs, ces plateformes de réservation. Ça, c'était pour l'hôtel. Et donc, je ne passe beaucoup moins ou pas du tout par l'hôtel. Et puis, pour les travels, c'est pareil. Si je suis une agence de voyage, c'est extrêmement compliqué pour moi de me positionner. Prenons un exemple. Visiter Tokyo, par exemple. Eh bien, finalement, visiter Tokyo, vous avez ici sur desktop directement une information Covid. Ça, c'est pour la période. Et puis, juste en dessous, Google Travel, qui est extrêmement bien fait, où on retrouve ces petites bulles pour cerner mon besoin. Je souhaite visiter Tokyo, mais qu'est-ce qui m'intéresse? Les activités plein air, les musées ou les parcs d'attractions. Et je m'engouffre derrière vers un entonnoir purement Google, où là, je n'ai absolument pas accès au site web. Il faut que je clique encore une fois pour arriver sur le Google My Business de l'attraction ou du point d'intérêt à Tokyo, en l'occurrence ici. J'ai la possibilité d'aller sur le site web, mais j'ai tout intérêt surtout à activer la fonctionnalité d'achat de billets sans passer par mon site, ce qui est le cas ici, pour finalement ne même plus passer par le site web. Donc, le contrat est rempli pour le point d'intérêt lui-même, hein, parce qu'il a la réservation, mais si je suis voyagiste, je suis totalement squeezé, si vous me permettez l'expression. Google préempte d'autres secteurs, hein. Il y a par exemple l'emploi ici, je passe très rapidement parce qu'il y a d'autres choses à vous montrer, mais c'est pareil pour l'emploi. Dans le e-commerce, c'est extrêmement dense aussi. J'ai refait cette capture d'écran hier pour la mettre à jour, mais Nintendo ici, quand je fais Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe, vous avez le Knowledge Graph, vous avez les AdWords, vous avez les vidéos, il n'est pas présent en organique. En fait, il est obligé d'acheter, il est même obligé de surenchérir par rapport à ses affiliés, à qui il reverse une marge pour être devant. Donc finalement, il redonne cette marge directement de façon obligatoire à ses intermédiaires. Donc c'est extrêmement difficile de se positionner. Vous devez prendre en compte ces éléments avant de vous lancer et donc analyser la physionomie des résultats de recherche. J'ai le même exemple avec Peugeot. Je ne l'ai pas remis à jour cet exemple-là parce que Covid oblige, il n'y a plus d'AdWords en ce moment, mais c'est extrêmement difficile aussi de venir se positionner. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, j'y répondrai plutôt tout à l'heure si vous voulez bien. Les réponses directes finalement de Google, et c'est ça mon message dans cette deuxième étape, elles ne sont pas nouvelles. En revanche, comme vous l'avez compris, elles occupent de plus en plus de terrain. Ça veut dire que dans votre secteur d'activité, prenez le temps de vérifier régulièrement sur mobile, sur desktop, l'évolution de la physionomie des résultats de recherche, parce qu'il
Il y en a beaucoup plus que par le passé de ces verticales Google. Et ça me semble être extrêmement important, avant de vous lancer pour essayer de vous positionner sur un mot-clé, de savoir où vous allez et si vous pouvez vous frayer un chemin dans ces résultats. C'est ça finalement le message le plus important. Et si on continue finalement le raisonnement, dans certains secteurs comme le voyage, Google est passé de moteur de recherche à moteur de réponse à concurrent. Ça veut dire que si on se résume un petit peu les choses, Google contrôle la demande, mais les agences de voyage, les OTA, contrôlent les offres. Voilà, c'est elles qui gèrent ça, mais par contre, elles demandent à Google finalement de gérer la demande. Finalement, Google dit gérer l'offre, gérer le service après-vente, le paiement, tout ce que j'ai pas envie de faire. Par contre, moi, je gère la demande. Donc, le produit, finalement, c'est plus l'offre, c'est la demande, c'est l'utilisateur, et c'est ce que maîtrise Google. Donc, ça, c'est un point extrêmement intéressant. Ça veut dire que votre page d'accueil, c'est plus ça, quand je m'appelle Expedia. Votre page d'accueil, c'est ça. C'est là que tout démarre, en fait. Donc, vous devez prendre en compte tout le parcours utilisateur sur Google, ce qu'on appelle la search experience, comme une partie déjà de votre site web, un chemin très tortueux pour arriver sur votre site. Et là, on n'a fait que la moitié du boulot parce qu'après, il faut convaincre sur votre site. Voilà pour cette deuxième étape. Et la troisième étape, avant de passer à la méthodologie, il nous restera ensuite à peu près 25 minutes à 30 minutes sur la méthodologie. C'est de voir rapidement comment évoluent les comportements des utilisateurs sur cette search experience. Et vous allez voir, par le biais d'une étude Nielsen, qu'en fait, l'époque des 10 liens bleus était une époque dorée parce qu'il n'y avait que 10 liens bleus. Donc, s'il y avait 100, le premier avait 50, le deuxième avait 30, le troisième avait 20, et le reste s'était partagé entre les 7 dernières réponses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus. Voyons rapidement. À gauche, il y a 10 ans, vous aviez des résultats bleus, éventuellement un petit peu d'AdWords à droite. Et puis aujourd'hui, vous avez toutes ces fonctionnalités pour la même requête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une configuration où il y a tout un tas de résultats et de fonctionnalités, finalement, et c'est intéressant ce que nous dit Nielsen dans son étude, je vous ai mis le lien, il nous dit quoi? Il nous dit que finalement, l'attention de l'internaute, entre toutes ces fonctionnalités, eh bien, elle part dans tous les sens, elle rebondit sur toutes les fonctionnalités de manière comme un flipper finalement. Donc, le regard passe d'une fonctionnalité à l'autre. L'attention est beaucoup plus diffusée de la position 1 à la position 10, jalonnée par toutes ces fonctionnalités. Regardez par exemple, ici, sur une recherche liée au jardinage, finalement, l'attention de l'internaute va vraiment aller à droite, à gauche, remonter à mesure que les fonctionnalités jalonnent le parcours. Plus il y en a, plus son attention est divisée. Le poids visuel des éléments sur la page détermine bien sûr les habitudes de scan. Ça veut dire que les features snippets, vous le voyez ici, concentrent beaucoup d'attention. Les AdWords à droite, quand ils étaient à droite, c'est Google Shopping, pas tant que ça. Par contre, les People Also Ask qu'on a vu tout à l'heure, regardez, ils concentrent beaucoup d'attention. Et c'est assez intéressant. Là, on commence à se dire, tiens, j'ai peut-être intérêt, plutôt qu'un lien bleu, à être dans les features snippets ou dans les People Also Ask. Finalement, c'est bien là qu'est l'attention. Voilà, donc pour vous emmener encore sur quelques statistiques, dans 74% des cas de cette étude comportementale, les regards sont portés sur la feature snippet. Ici, un exemple, obtenir un constat à l'amiable, eh bien, celui qui aura le plus d'attention, c'est celui, en l'occurrence Matmut, qui est positionné dans cette feature snippet. Étant donné que la physionomie des SERP change quasiment à chaque requête, et bien, finalement, l'internaute est obligé de chercher un petit peu tout le temps. Quelle est la conséquence de ça? C'est qu'il passe beaucoup plus de temps à analyser la page de résultats de recherche de Google. Il scanne, il prend le temps de regarder tout ce qu'on lui propose. Et en moyenne, il passe quasiment 6 secondes. Dans certains cas, on peut imaginer sur des requêtes informationnelles que c'est beaucoup plus long. C'est ça qui est intéressant. Peut-être que l'attention
est beaucoup plus divisé, les clics sont beaucoup plus divisés sur les positions. En revanche, l'attention, elle est plus forte. Ça veut dire probablement, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut faire à ce stade, que lorsque vous avez le clic, vous en avez peut-être moins, mais vous en avez de meilleure qualité, probablement avec plus d'engagement. En tout cas, je préfère voir les choses comme ça. C'est ce que cherche Google, c'est finalement à avoir plus d'attention le plus longtemps possible. Et n'oubliez pas que son rôle, c'est de servir l'information la plus fraîche et la plus pertinente. C'est pour ça qu'il a rajouté ces fonctionnalités. Voyons entre 2006 en gris et en 2019 en bleu, comment les clics sont divisés de la position 1 à 5. Alors vous voyez qu'il y a un peu plus de 10 ans, il y a 15 ans même, lorsque j'étais positionné en numéro 1, j'avais 50% des clics, comme je vous disais tout à l'heure, et en deuxième, près de 20% des clics. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus étalé, et parfois une position 5 ou même 11e, donc première position sur la deuxième page, peut être tout à fait intéressante aussi. Finalement, ce n'est pas tant la position qui est intéressante que l'espace que vous occupez dans cette page de résultats de recherche. Donc, voilà mon message. Tout évolue très rapidement, il y a plus de fonctionnalités. Elles ont d'abord pour rôle de mieux cerner l'intention de recherche de l'utilisateur, parce qu'un mot-clé très large comme chambre bébé, par exemple, veut tout dire et on ne sait pas si on cherche un conseil d'aménagement ou si on veut acheter un produit. Et ces fonctionnalités sont là pour justement prendre l'utilisateur par la main et le guider, l'orienter selon sa demande. Donc, ce qui me semble extrêmement important en tant que marketeur à vous transmettre, et on va passer la deuxième partie jusqu'à à peu près 10h50, 11h, et puis on répondra ensuite aux questions ensemble, c'est de passer du temps sur la réponse méthodologique. Trop souvent, on entend et on voit dans nos projets quels sont les leviers SEO à activer opérationnels. Bien sûr qu'il faut passer par ce moment-là, mais avant ça, il faut simplement avoir une stratégie. Et ça, c'est un travail marketing, tout simplement. Et ces étapes-là sont soit manquantes, soit souvent un peu bâclées. Peut-être aussi parce qu'historiquement, le travail de SEO est un travail un peu technique. Aujourd'hui, en 2020, c'est un travail marketing. La technique fait partie finalement de l'arsenal du marketeur. Donc, le message ici, c'est prendre le temps sur cette étape fondamentale, de concevoir sa stratégie. Voilà. Donc, prenons le temps, regardons la réponse méthodologique, à commencer par la nécessité du benchmark concurrentiel. Le benchmark concurrentiel, c'est d'abord s'intéresser à l'écosystème, à votre écosystème, celui de l'annonceur quand on est une agence. Ça me semble être un passage obligatoire. Et je vous ai, pour illustrer, listé les questions auxquelles nous répondons dans un benchmark SEO. Quelle est l'étendue de l'arborescence de vos concurrents ? Quels sont les types de pages d'arrivée utilisées sur chacun des acteurs et dans quelle proportion? Est-ce que les contenus proposés par ces acteurs sont proches de la conversion? Au contraire, est-ce qu'ils couvrent d'autres intentions de recherche plus en amont de la conversion sur l'informationnel, sur le local? Dans quelle proportion? Quelle est leur visibilité dans les fonctionnalités de Google? Est-ce qu'ils sont plutôt portés dans les People Also Ask, Feature Snippet? Est-ce qu'au contraire, ils ne sont pas du tout présents, mais ils sont peut-être un peu plus dans les vidéos? Est-ce qu'ils profitent du Knowledge Graph? Finalement, c'est toutes ces questions-là auxquelles nous allons répondre dans un benchmark. Et en tant qu'annonceur, vous pouvez le faire de votre côté aussi, c'est possible, bien sûr. Et vous devez, avant de vous lancer, répondre à ces questions. Quel est l'écart en termes d'audience estimée entre les sites? De quelle manière ils profitent du SEO ou pas? Comment est-ce qu'ils compensent par le SEA? Peut-être par d'autres leviers aussi, les réseaux sociaux par exemple. Quelles thématiques permettent aux sites de tirer leur épingle du jeu par rapport à d'autres? Et enfin, quel est l'écart d'autorité pour chaque domaine des marques concurrentes? C'est une étape indispensable et vous le devinez, c'est un travail qui peut être finalement considérable, bien sûr. On l'a splitté en 3 piliers. Le benchmark, on peut y répondre par d'abord l'analyse de la visibilité avec
en extrayant les mots-clés sur lesquels les concurrents sont positionnés, le nombre de demandes mensuelles générées, les performances de positionnement et surtout quel contenu, par le biais des URL, se positionne pour quels mots-clés. Et là, on commence à faire le lien entre une intention de recherche, une réponse par une page et un positionnement, un trafic. C'est quelque chose que l'on va venir vérifier par le biais d'un crawl. On crawl finalement tous les concurrents. On peut en apprendre aussi sur le maillage, sur leur arborescence, sur l'importance de certaines sections par rapport à d'autres. On apprend énormément de choses sur la stratégie SEO de vos concurrents. Et on finit par un point sur l'autorité. Techniquement, est-ce qu'ils sont bons? Éditorialement, est-ce qu'ils sont bons? Et la dernière branche, c'est l'autorité. Est-ce que finalement, ils font référence dans leur domaine? Est-ce qu'ils ont des liens? Ces liens appartiennent à sont répandus sur des médias? Est-ce qu'ils viennent d'autres supports? Là aussi, on en apprend beaucoup sur leur stratégie. Et bien entendu, on s'en imprègne pour faire mieux. La deuxième étape du travail méthodologique, après le benchmark, qui est déjà une grosse étape, on a appris beaucoup de choses et on a commencé finalement déjà un petit peu à s'orienter. Et là, il s'agit de faire un travail ciblé sur l'audience. J'ai analysé mon écosystème, mes concurrents. Maintenant, je souhaite me focaliser sur mon audience, mes clients, mes profils. Il peut y en avoir une cible, il peut y avoir quelques cibles. Et il nous semble extrêmement important de définir des personas pour représenter ces cibles. Mais j'insiste sur un point, pas des personas qui sont griffonnés, si vous me permettez, et improvisés, comme on peut des fois le voir dans des ateliers sur un coin de table, mais basés sur des données portefeuille de vos clients, tout simplement. Parce que c'est là où vous limitez finalement l'aléa. C'est là où vous arc-boutez sur du concret. Et c'est ce qu'on demande dans un travail marketing, c'est baser son travail sur la data. Donc c'est un travail indispensable de définir des personas, d'en définir un questionnement. Ces personas-là, par anticipation, ont des questionnements. Et là aussi, on ne l'invente pas. On interroge les commerciaux, on interroge les responsables métiers. On peut même faire des focus group. Et d'ailleurs, c'est même le Graal, c'est de prendre des personnes d'un échantillon sur un panel, de les mettre autour d'une table, de les questionner, parce que ce sont vos clients et ce sont eux les experts en la matière, ce n'est pas vous. Vous êtes experts de votre métier, eux sont experts de leurs recherches et de leurs besoins. Ce qui nous permettra de lister les questionnements, de les classer par intention de recherche. Et un dernier point, c'est de prendre en compte leur moment de vie et le cycle de décision de recherche. Tous ces éléments-là viennent perturber finalement le questionnement. Et je vous propose, pour l'illustrer, de regarder un exemple. Alors, l'exemple, c'est celui-ci. Est-ce que Gaël, tu peux couper ton… ou quelqu'un peut couper son c'est peut-être pas Gaël, son micro. Merci. Voilà un exemple. J'ai pris… c'est un exemple fictif. On est dans le cadre d'un site qui favorise la mobilité internationale des étudiants pour aller faire leurs études à l'étranger. Et puis, des porteurs de projets qui sont peut-être plutôt des enseignants et qui veulent faire nouer des partenariats avec d'autres lycées, par exemple, ou d'autres institutions d'études supérieures dans d'autres pays. On a ici défini des personas sur la base de données portefeuille. On va regarder quelles sont quelle est la saisonnalité de la demande, quelles sont les étapes du cycle décisionnel pour ces deux cibles. Typiquement, pour la cible des étudiants, qui va chercher à savoir comment et où elle peut faire ses études, eh bien en fait, les requêtes vont être faites de septembre à février. De septembre à février, ça veut dire qu'il faudra être prêt avant. Pour les porteurs de projets, les appels à projets se font de février à août. Ça veut dire qu'il faudra se préparer bien avant sur cet aspect-là. Et bien entendu, on est obligé de prendre ça en compte pour lister le questionnement et pour anticiper. Comment on le matérialise? On a essayé de le schématiser chez WAM, toujours dans cet exemple-là. Eh bien, en fait, regardez, le parcours de recherche, il est jalonné de différents moments
ce qu'on appelle des moments de vie ou des micro-moments. Finalement, si on prend un exemple, notre cible étudiant qui souhaite aller faire des études à l'étranger ne va pas taper la même requête dans Google en fonction de son degré de maturité dans sa recherche d'informations pour son projet d'études à l'étranger. On a défini, par exemple, 4 moments de vie dans lesquels nous avons catégorisé les expressions attribuées à chacun des moments. Tout simplement. Ici, par exemple, on peut parier que c'est Erasmus, l'annonceur, qui se pose ces questions-là. Par exemple, je m'informe pour partir étudier et travailler à l'étranger. Je n'ai pas identifié encore l'organisme, par exemple Erasmus. Je ne le connais pas. Donc mes requêtes, ça va être enseigner en Europe ou faire une formation à Londres. Et là, on est très loin de la conversion. La réponse ne sera pas la même dans l'arborescence, ne sera pas la même en termes de contenu. Est-ce que ça veut dire que c'est intéressant pour vous si vous démarrez en SEO? Peut-être pas. Peut-être pas. Étape suivante, je m'intéresse au programme Erasmus parce que j'en ai déjà entendu parler. Donc je tape fonctionnement Erasmus. Erasmus âge maximum. C'est quoi le programme Erasmus? Là, je suis déjà plus près de la conversion. Comment j'accueille l'utilisateur? Qu'est-ce que je lui propose? Est-ce que là, ma couverture est bonne ou pas? Est-ce que je suis déjà bon sur cette intention de recherche? Et là, j'ajuste ma stratégie. Et je vais comme ça sur les différentes étapes. Ici, ce sont celles qu'on a imaginées, mais elles peuvent être beaucoup plus précises ou au contraire un peu plus génériques. Et pour chacune, vous listez les requêtes et vous regardez comment vous êtes positionné dans Google, quelles sont les fonctionnalités. Et là, vous ajustez votre tactique de visibilité. On a fait la même chose pour les porteurs de projets. Et là aussi, le plus à gauche, je suis loin de la conversion, plus à droite, je suis dans la conversion. Ainsi, on est bien loin aujourd'hui, vous le devinez, des études mots-clés qui sont des listes à la Prévert, qui listent uniquement des requêtes. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on rajoute ici? C'est du contexte, et le contexte, c'est du marketing. On est dans la stratégie. C'est ça qui est intéressant. Et ça, on doit le construire avec vous. En tant qu'annonceur, vous pouvez faire ce travail vous-même. Vous le construisez avec les acteurs de votre entreprise, avec vos métiers, vos commerciaux, le marketing, la com, et bien sûr des clients, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'étape d'après? Et c'est là que ça devient intéressant. On vient regarder comment on couvre finalement chacune des intentions dans les résultats de recherche. Prenons un exemple toujours sur nos étudiants. On a listé dans les différentes intentions de recherche, de façon fictive, 360 expressions. Vous le voyez à gauche. Et à droite, qu'est-ce qu'on a fait? On a sondé Google pour savoir comment on était positionné sur chacun, quelle était notre couverture sur chacun des mots-clés à l'intérieur de chacune des intentions de recherche. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend ici pour le cas fictif Erasmus qu'on a imaginé? On a un net déséquilibre dans les intentions de recherche. Par exemple, c'est le moment de recherche « Je m'intéresse au programme Erasmus » qui est le plus couvert, à plus de 70%. Alors, c'est peut-être très bien et c'était peut-être voulu, mais on voit aussi ici que c'est peut-être tout à fait déséquilibré, pas du tout voulu, et qu'il y a d'autres intentions de recherche qui nous échappent totalement. En l'occurrence, ceux qui ne nous connaissent pas en tant qu'Erasmus, et il y a peut-être des programmes concurrents qui en profitent et qui prennent les parts de voix là-dessus. Et là, stratégiquement, on a peut-être fait une erreur qu'on paiera à long terme ou à moyen terme. Vous voyez la démarche? C'est ça l'intérêt de venir segmenter par intention et de venir sonder Google pour savoir comment je suis visible sur ces différentes intentions. On a fait la même chose pour les porteurs de projets. Je vous laisserai regarder à tête reposée, puisque ce webinaire est enregistré. Mais sur cette partie-là aussi fictive, sur les 300 mots-clés, ce qui est le plus représenté, c'est « je suis décidé à monter un projet avec Erasmus ». Alors ça, c'est bien parce que c'est OK avec les porteurs de projets. Par contre, je m'intéresse pour monter un projet, c'est 44%. Là, allez, on peut dire que c'est intéressant aussi. Par contre, je m'informe pour monter un projet de mobilité, je ne connais pas Erasmus. Là encore, ça échappe potentiellement à Erasmus, qui peut-être se repose un peu sur sa notoriété, et les autres peuvent en profiter. Voilà la démarche. On peut aller sur une étape finalement plus supplémentaire, pardon. Après ce sondage des résultats de recherche de Google, c'est simplement de regarder si
et ça c'est l'analyse de la physionomie des résultats de recherche, si pour chaque intention de recherche, les mots-clés qui sont positionnés, qui remontent des positions dans Google, comme on l'a vu tout à l'heure, envoient vers les bonnes pages. Ce n'est pas tout d'être positionné. On voyait tout à l'heure si on est bien représenté. La question, c'est est-ce qu'on apporte le bon message en face? Donc là, il y a encore une étape souvent qui nécessite un petit nettoyage ou une réorganisation dans la stratégie. C'est de se dire, finalement, on a plein de sites et c'est peut-être pas le bon qui se positionne. Ou alors, on a plein de pages sur notre site et c'est peut-être pas forcément la bonne qui apparaît. C'est pas forcément voulu parce que le référencement n'est pas une science exacte. Ben là, il y a encore un travail à faire d'analyse. On a identifié par des croix les pages ou les sites qui ne devraient pas se positionner sur cette requête, donc qui accueillent mal l'internaute. Éventuellement celles qui sont positionnées mais dont on ne sait pas juger, où il faut se poser la question, et celles qui, d'après nous, répondent bien à chaque expression de chaque intention. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un vrai travail à faire. Et si votre maturité est très élevée dans le référencement, là, souvent, il y a un gros nettoyage à faire. Là encore, j'espère que vous voyez l'intérêt méthodologique que l'on voit ici, avant de se lancer tête baissée autour de mots-clés. Voilà, j'ai fait la même chose pour les porteurs de projets. Là aussi, on voit à chaque étape de décision, pour chaque mot-clé, si les pages et les sites répondent bien ou ne répondent pas bien. Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Vous l'avez deviné, ce travail nous permet de faire déjà un travail de parcours de Google jusqu'à son site web. Et là encore, on peut rajouter une étape, c'est celle de la définition des objectifs à atteindre. Pour chaque cible, pour chaque moment de vie, vous le devinez, ce ne sont pas les mêmes objectifs à atteindre. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez choisir de couvrir tout ou partie de ces intentions. Parce que, vous le devinez également, c'est un travail colossal. Ça peut être sur des centaines, voire sur des milliers de mots-clés si on souhaite couvrir toutes les demandes de toutes les intentions. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Il vaut mieux, en fonction de la maturité SEO de votre site, et bien, finalement, faire un choix. C'est peut-être de ne pas être présent sur tout le paysage, mais de s'enfoncer uniquement uniquement fidélisé, uniquement engagé pour convertir vers un achat. Ou alors, au contraire, on a vu qu'informé, on n'était pas très bon et on laissait des parts de voix et des parts de visibilité à la concurrence. Et vous mettez un objectif en face de chacun. Je vous donne juste un exemple. Pour la cible étudiant à gauche, je m'informe pour partir à l'étranger. Ce n'est pas la vente qui va être le bon KPI. Ça va être la visite et le nombre de pages consultées, qui sont peut-être reparties, mais qui ont mémorisé, qui ont eu une réponse de votre part et qui ont dit « Ah bah tiens, je ne connaissais pas Erasmus, mais j'ai pris note ». Par contre, quand je m'intéresse au programme Erasmus, là, en revanche, j'ai d'autres objectifs. Le temps passé. Est-ce que j'ai réussi à passer mon message? Est-ce qu'il s'est inscrit à une newsletter? Et puis, si je suis décidé à partir avec eux, le principal KPI, c'est est-ce qu'il a téléchargé le document ou est-ce qu'il a renvoyé un formulaire de contact? Et puis, je suis parti avec Erasmus et puis je souhaite rendre compte de mon feedback, de mon expérience, peut-être aussi pour coopter et accompagner d'autres étudiants. Ici, ça va être déposer un avis, déposer un témoignage. Ce qui est important ici, c'est que par cible, par intention, vous avez des objectifs différents. Et c'est comme ça que vous devez traquer et comme ça que vous devez vérifier si vous avez fait le bon travail en SEO. On voit aussi ici que ça dessine aussi la tactique. Est-ce que je vais pouvoir tout faire en SEO? Est-ce que je ne vais pas devoir compléter avec du SEA pour compléter mes objectifs quantitatifs cette fois? Voilà, donc voilà comment finalement on peut, on va dire, déployer une deuxième étape donc qui est vraiment de se fixer les bons objectifs et de classer les intentions de recherche, les mots-clés pardon, par intention de recherche. La troisième étape qui nous emmène tout doucement vers la fin, et c'est une étape qui est assez récente, c'est finalement, pour aller plus loin dans cette étape et démarche d'anticipation des internautes, des requêtes pardon, des internautes, c'est une étape d'analyse comportementale. On s'est déjà intéressé, vous l'avez vu tout à l'heure, à la physionomie des résultats de recherche. Est-ce que la demande fait matcher avec la bonne page ou le bon site? C'est intéressant, mais on peut aller plus loin.
Parce qu'on l'a vu en introduction ensemble, parfois il y a des people also ask, des feature snippets, parfois des vidéos. Et on l'a vu, une position classique en lien bleu n'est peut-être pas la meilleure réponse. Là encore, on a vu que ça venait perturber. Donc, quel est le meilleur format de contenu qui va permettre d'être le meilleur vecteur pour votre message vers votre cible? C'est ça finalement ce travail. Et on parle de vecteur de communication, on parle de message, on parle de marketing une fois de plus. On ne peut pas passer à côté. Donc là, cette étape-là, elle est facultative, mais quand on la fait, elle apporte bien des enseignements. C'est d'un côté de comprendre finalement les comportements des utilisateurs face à Google parce qu'on les filme et parce qu'on fait de l'eye tracking. Et de l'autre côté, aller jusque sur le site web, pas simplement s'arrêter sur Google, mais aller jusqu'à la conversion. Et vous le devinez avec ce qu'on vient de voir à l'instant, en fonction des intentions, ce sera un objectif différent. Vous pouvez tout faire ou vous pouvez uniquement vérifier pour une intention le fait qu'il y ait une conversion vers un objectif, selon que c'est je veux m'informer ou je veux acheter, etc. Donc, je vous fais grâce de tout l'exemple, mais toujours pour notre exemple de… Vous n'êtes pas obligé de tout lire, c'est ce que je souhaitais vous dire, mais pour Erasmus, on prend l'exemple d'Hugo, qui est étudiant en première année de licence, qui envisage de partir à l'étranger. Voilà, il a en tête plusieurs pays, donc il va se mettre à faire une recherche sur Google avec, par exemple, voilà, je fais une recherche sur faire ses études dans tel pays, avec pourquoi pas Erasmus. Et là, on va filmer son parcours. On va regarder où son attention va se porter dans Google. À partir du moment où il tape la recherche, est-ce qu'il est sensible aux AdWords, aux vidéos, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et on le questionne. Pourquoi tu as cliqué là? Qu'est-ce qui retient ton attention? Et on fait la même chose sur la page d'arrivée pour savoir s'il est sur le bon site ou sur la bonne page, qu'est-ce qui a retenu son attention ou pas. Et on va apprendre énormément d'enseignements sur les choses qu'il n'a pas faites en réalité. Et là, on a bon nombre de correctifs à faire. En fait, vous remarquez ici que le SEO et l'UX sont enchevêtrés complètement, sont interdépendants, c'est la même démarche. Et lorsque vous faites ce travail, là, vous êtes déjà à un niveau très fin de stratégie, de tactique. Vous êtes dans la dentelle, mais le diable est dans les détails, surtout avec la densité de résultats de recherche que l'on voit aujourd'hui et dont on s'est fait le constat ensemble tout à l'heure. Il nous semble que c'est une réponse juste, pertinente, selon votre degré de maturité, pour limiter encore les aléas, pour fluidifier le parcours de la search experience à la conversion sur votre site. Alors rapidement, l'intérêt finalement de cette étude comportementale faite par l'eye tracking, filmée, et on pose la question au profil que l'on a en face des yeux, eh bien, Google propose des pages de résultats très riches en fonctionnalités désormais. Donc, pour décrypter tout ça, finalement, l'eye tracking va servir à vérifier qu'est-ce qui influence leur sensibilité aux utilisateurs. Quels sont les facteurs d'influence? Qu'est-ce qui influence le cognitif, les réflexes? Et là, se dire, finalement, c'est casser nos croyances, nos a priori qu'on a lus dans des études un peu trop génériques et s'approprier ces études pour soi. Ça me semble le moins important. Donc, chaque prototype que l'on va tester, de parcours, de Google jusqu'à votre site web, finalement, il va être fabriqué en fonction du travail qu'on a fait préalablement avec les intentions de recherche que je vous ai montrées. Finalement, on a déjà fait ce travail d'intention de recherche, de requête par intention, d'objectif, et on va regarder ce qui se passe et pourquoi ça ne marche pas et comment on peut améliorer. Donc, dans quel ordre l'utilisateur découvre les résultats de Google? Dans quelle mesure il lit les contenus, informations proposés? Donc, les descriptions, les titres, les site links, les données structurées. Dans quelle proportion ces éléments sont lus? Jusqu'à où? Quels sont les éléments déclencheurs ou perturbateurs? Est-ce qu'ils s'engagent ou pas? Pourquoi? Et comment on peut tirer son épingle du jeu? Donc, je vous ai mis plein d'exemples, on va en voir qu'un seul parce que la slide est un petit peu dense, mais pourquoi on fait ce travail? Comment on le rend concret derrière? Eh bien, finalement, on va faire des user stories. On va écrire finalement tout ce que l'on veut vérifier. On ne lance pas un travail d'eye tracking parce que c'est un travail colossal, enfin en tout cas colossal qui demande des moyens.
à tout le monde, c'est la formulation d'hypothèses permet finalement d'activer des actions opérationnelles. Si on a bien fait ce parcours, si on a bien fait ses intentions de recherche, qu'on a déjà orienté sa stratégie, eh bien, on sait ce qu'on cherche à améliorer. Il faut écrire ses user stories. Je vous donne un exemple que j'ai encadré. Si l'utilisateur est sensible à l'emploi de ponctuation dans les résultats de recherche de Google, à des caractères spéciaux, à des chiffres dans les résultats de recherche, on aura, ça c'est notre hypothèse, on aura raison si les participants à notre étude d'eye tracking cliquent majoritairement sur des résultats ou une question qui est formulée avec un titre qui affiche justement des caractères spéciaux comme par exemple 10 € ou un émoticône, etc. Ce que l'on fait, c'est que si c'est le cas, et qu'on voit qu'il fait ça en général, eh bien, on va optimiser nos accroches title et description en incluant ces éléments-là pour pouvoir obtenir le clic. Parce que c'est peut-être pour cette raison-là qu'il ne cliquait pas chez nous. Comment on le mesure derrière pour savoir si tout ça, tout cet effort est récompensé, si tout cet effort est rentable? Eh bien, on va mesurer l'engagement par le CTR, c'est-à-dire le click-to-grade, c'est l'engagement, le taux de clic vers mon résultat, mon trafic, et savoir si effectivement ça a fonctionné. Donc, on ne fait pas juste ça pour de la théorie, on vient mettre le dashboard derrière qui va mesurer tout cet effort-là et savoir si ça a porté. Là, on est à un niveau très élevé de tactique, mais quand vous êtes dans le e-commerce et que c'est extrêmement difficile de se positionner, il faut faire ce travail. La finalité, c'est quoi? C'est de mieux anticiper pour mieux rentabiliser l'effort, parce que tout l'effort de toute la chaîne de fabrication de votre visibilité est extrêmement compliqué à rentabiliser dans un contexte de densité élevée. Voilà pourquoi on fait ce travail. Et idéalement, on souhaite intégrer cette démarche d'analyse comportementale au process d'acquisition de trafic de façon continue. C'est une démarche qu'il ne faut pas voir uniquement en amont de la définition de la stratégie. C'est un passage important, mais une fois que vous êtes lancé et que vous avez des résultats, idéalement, quelques fois dans l'année, sur les intentions de recherche, venez vérifier si les choses ont évolué. Venez vérifier quand Google a mis de nouvelles fonctionnalités, comment ça influence le résultat de recherche de Google et l'internaute et ce clic. Et on rentre dans un processus itératif. Ciblage, analyse comportementale, mesure des perfs, et on optimise. Et c'est un processus continu. Pas uniquement sur votre site, depuis Google. Voilà, donc on vient derrière préparer son site web. Alors, je vais passer un peu rapidement parce que le temps file et j'aimerais arriver quand même aux questions et on pourra revenir sur certains éléments si vous le souhaitez. Mais comment on prépare son site derrière? En réponse à tout ce qu'on a glané durant ces 3 premières étapes, eh bien, on va adapter les entrées de votre site Internet par intention et par moment. C'est-à-dire perturber directement l'arborescence, tout simplement. Et on va faire en sorte qu'il y ait les bonnes pages qui répondent aux bonnes intentions. Et on va aller jusqu'au maillage pour jouer les passerelles entre les différentes pages. Je vais vous montrer un exemple qu'on a travaillé chez Malakoff Humanis et qui me semble être un bon résumé du travail qu'on a fait et qu'on a vu ensemble là ce matin sur les intentions de recherche. Si vous rentrez sur le nouveau site Malakoff Humanis, vous avez 3 entrées possibles. Les solutions, ce sont les offres. S'informer, c'est l'intention de recherche sur « je m'informe ». Les solutions, c'est « je veux acheter ». Et puis nous, découvrir, c'est de qui on parle. Si je rentre dans l'arborescence de nos solutions, j'ai la possibilité de rentrer directement vers les solutions, c'est-à-dire je souhaite une mutuelle, je souhaite une prévoyance, je souhaite une épargne, je souhaite une retraite. C'est relativement traditionnel. On entre par des thématiques et c'est ce qui est le plus souvent demandé. C'est présent dans l'arborescence. Maintenant, on va revenir sur notre arborescence et on va aller dans s'informer. Et dans s'informer, c'est là où vous allez voir le lien avec le travail de stratégie dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les moments de vie. En fait, je veux m'informer et j'ai différents moments de vie selon que je sois particulier ou professionnel. Et quand je suis particulier, soit je pars à la retraite, soit je déménage. Ce sont les 2 moments forts pour ce client-là, pour ses offres. Ce sont 2 moments clés à ne pas louper. C'est là que tout doit se concentrer en termes d'efforts marketing. Très bien, on va partir sur le professionnel par exemple. Je crée mon entreprise où je respecte la réglementation. Allons sur je crée mon entreprise. Et bien derrière,
on va perturber l'arborescence par la création d'une page qui accueille les chefs d'entreprise avec son langage, avec le bon template. Vous souhaitez créer une entreprise, voici l'offre. C'est jalonné par une foire aux questions. Voilà les questions que vous vous posez. Ici, on ne vient pas simplement vendre, on prend l'internaute par la main, on l'accompagne et on lui dit « Je pense que j'ai les réponses à tes questions. Précisons-le ensemble et allons ensemble vers l'offre qui te convient le mieux. » Et c'est jalonné par différents CTA, je ne les ai pas mis ici. Et ensuite, on arrive vers d'autres conseils. Peut-être que je n'ai pas répondu tout de suite à votre question. Voilà d'autres questions que vous vous posez. On a probablement la réponse. Et si vous ne venez pas tout de suite convertir, ce n'est pas grave. Vous aurez de l'information et vous viendrez peut-être convertir plus tard. Là, on a répondu à l'intention de recherche. Je veux savoir, éventuellement, je veux faire. Et la marque s'est déjà positionnée parce que d'autres le faisaient ou ne le faisaient pas à ce moment-là. C'est vraiment pour cette intention de recherche-là. Voilà comment on a pu perturber, améliorer l'arborescence pour que vous ayez l'illustration complète sur toute la chaîne. Voilà, et puis derrière, une fois qu'on a perturbé l'arborescence, on pourra en parler pendant des heures avec toutes les autres entrées, mais c'est d'alimenter ces entrées à l'intérieur de l'arborescence par des contenus de fond. Et si je suis dans « je veux m'informer », là, il y a pléthore de sujets dans la partie conseil, c'est évident. Et on va utiliser pour ça, toujours pour s'organiser, toujours pour anticiper sur de la data et surtout pas improviser, les sujets par le biais d'un plan éditorial, un plan de publication, ou certains appellent ça un calendrier éditorial, qui reprend l'intitulé du sujet, l'angle, la cible, le type de contenu, le calibrage, les sources et les expressions visées. Évidemment, puisqu'on répond à des intentions. Il y a 5 points à retenir pour le plan de publication. D'abord, il doit s'inscrire dans la ligne éditoriale de votre marque et du relais que se fait le site. Quel est le secteur d'activité, quelles sont vos valeurs, quel est l'objectif du site, voilà, quel est le public visé. Il doit être en adéquation avec les besoins et l'ADN de la marque, ses valeurs, sa stratégie, sa saisonnalité, les besoins informationnels. Partir de l'étude mots-clés pour en dégager des thématiques qui ensuite vont déboucher sur des listes de questionnements. Donc on doit faire le lien avec l'intention de recherche. Et bien entendu, on fait correspondre différents formats narratifs. Parce qu'on ne peut pas répondre à une intention de recherche informationnelle, transactionnelle ou navigationnelle, c'est-à-dire propre à votre marque, de la même manière. Et on peut déployer tout un éventail de formats, la brève, l'interview, la vidéo, le dossier, l'article de fond, que sais-je. Là aussi, ça fait partie de la tactique. Là aussi, ça alimente la stratégie. Et le plan de publication vient directement après l'arborescence en réponse à comment je transfère mon message. Je vous ai mis, et vous pourrez revoir ça pendant le replay, mais voilà, quel contenu, à quel objectif, et quelles sont ses spécificités, quel est son calibrage. Et là, on voit déjà qu'on peut prendre position dans différents endroits de Google, la vidéo, le podcast, les People Also Ask, les feature snippets, etc. etc. Donc, le 5e point, c'est de ne pas être en conflit avec des sujets déjà publiés, évidemment. Donc, dans mon plan éditorial, je dois prendre en compte le patrimoine éditorial sur mon site web avant de me lancer, c'est évident. Voilà. Donc, le process finalement de validation derrière, et je souhaitais terminer là-dessus sur ce plan de publication, parce que je vois qu'il est 11 heures et on va pouvoir répondre à vos questions, c'est que ce n'est pas uniquement le SEO, il est encadré, orchestré par le SEO, mais c'est une équipe pluridisciplinaire ici qui prend les décisions. On inclut un rédacteur, on inclut un SEO, mais on inclut surtout les experts métiers, on inclut le juridique, la communication, et les webmasters parce que ce sont eux qui publient, voire des graphistes parce que ce sont eux qui mettent aussi, par exemple, une infographie ou une vidéo ou un motion design en scène. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire qui vient prendre les décisions pour articuler tout le plan de bataille. Et on finit, je finis sur les 2 minutes pour arriver à la conclusion, sur un plan de pilotage performant. On a vu, et j'espère que c'était lisible, audible et concret pour vous, toute notre démarche s'articule autour des besoins de l'utilisateur. L'utilisateur est mis au centre de la stratégie. Et on l'a matérialisé par les micro-moments ou les moments de vie, les intentions de recherche. C'est ce qu'on a ici dans les différentes couleurs.
Je prends un exemple d'un client, Fuel Market. C'est un exemple qu'on avait présenté à ses côtés lors d'un événement au mois de novembre. Et là, vous allez voir que là, on va être prêt pour ensuite actionner les leviers. On va piloter toute notre stratégie par le biais de ses intentions de recherche. Chez lui, c'est finalement la part de la demande captée, on va la piloter par les intentions de recherche, puisque c'est quelqu'un qui vend du fuel en ligne. Je me renseigne sur le chauffage au fuel. Je ne connais pas des acteurs. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être, c'est vrai que je peux me chauffer au fuel. Je surveille la variation du prix du fuel, parce que je sais que ça peut me coûter cher. Je commande du fuel. Je suis déjà client, mais chez l'un, chez l'autre, je souhaite profiter éventuellement peut-être de fonctionnalités, de nouveaux services. Et puis, je veux commander chez Fuel Market. Chaque intention de recherche vient combler des expressions précises. Okay, et là, toutes ces expressions-là, on va piloter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la couverture et voir où est-ce qu'on a des faiblesses. Donc ça, on l'a défini avec le client. Voilà, pardon. Ici, je viens mesurer chaque mois comment évolue ma part de demande captée. C'est exactement ce que je vous montrais avec Erasmus, mais en amont de la stratégie. On faisait le point avant de se lancer. Et une fois qu'on a articulé la stratégie, je vous ai dit, c'est un processus itératif. Comment évolue ma part de demande captée sur, par exemple, la partie verte on revient, et je surveille la variation du prix du fuel. Le prix du fuel, c'est demandé plus de 110 000 fois par mois. C'est là que je dois être le plus visible. Fuel Market occupe 33% de la part de visibilité. Ça veut dire que c'est lui qui récupère 33% des clics, en fait. Donc, c'est essentiel pour le business. Et c'est là-dessus que le client a fait un choix, c'est d'orienter toute son attention ou l'essentiel de son attention. Ça lui est propre. C'est ça qu'on doit vérifier. C'est ça notre KPI. Si on va plus loin et que je souhaite vérifier quand même les positions au détail de chaque mot-clé, allons sur la colonne verte, sur la variation du prix du fuel. Il y a prix du fuel 110 000 fois, ma position en moyenne, elle est de 2. Je vois la variation par rapport au mois dernier. Et puis, j'ai toute une cohorte de mots-clés. Ici, il y en a des milliers. Prix du fuel plus, par exemple, une ville ou une région. Et je pilote finalement mes efforts éditoriaux, mes efforts techniques sur les pages correspondantes à chacune des intentions de recherche sur lesquelles je dois porter mon attention. Et bien sûr, je m'évalue vis-à-vis de mes concurrents. Est-ce que je capte, moi, plus, moins de part de visibilité par rapport aux concurrents? Et je peux le faire de façon quotidienne. Est-ce que Google a fait un update, a lancé un nouvel algorithme, a lancé une nouvelle fonctionnalité? Et finalement, est-ce que ma part de voix évolue positivement, négativement? Pourquoi? Et j'ajuste ma stratégie. Voilà comment on pilote. Et c'est là aussi qu'on peut, on va dire, mixer avec d'autres stratégies. Et puis, ce sera le mot de la fin, on y arrive. On voit ici qu'on peut arriver à capter une demande de façon directe et indirecte. Je vous donne un exemple. Prix du fuel, qui était donc l'intention de recherche qui m'intéressait le plus, la partie verte. Donc, je surveille les variations du prix du fuel. C'est demandé 110 000 fois par mois. Je suis premier. J'ai la feature Snippet. C'est super. Je suis également premier. Ça, c'était quand Google nous laissait encore la possibilité d'être présent et en feature Snippet, et c'était en fin d'année dernière, et sur la première position. Rappelez-vous, il y a eu l'année dernière, en 2019, un événement où une raffinerie de pétrole en Arabie Saoudite a subi une attaque par un drone. Bref, ce fait géopolitique aboutissait à la possibilité de la baisse du prix du baril. Donc, les clients de Fuel Market, logiquement, ont fait des demandes à Google sur est-ce que le prix va baisser. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a tout de suite imaginé une stratégie d'ubiquité. Verrouillons le fait qu'on soit premier en feature Snippet et dans Google, mais essayons d'être sur d'autres fonctionnalités de Google. Et on a vu qu'il y avait la possibilité d'être sur des news. Il y avait la possibilité, donc c'est ce qu'on voit en bas à gauche, il y avait la possibilité d'être dans les résultats classiques par le biais des news, BFM TV. On pouvait être dans les People Also Ask, et nous y étions.
avec le site Market. Nous pouvions être également dans le carrousel vidéo, hein, donc ça c'est la page de résultats de recherche de gauche à droite, et également via d'autres sites du groupe Total. Et finalement, c'est comme ça que sur une période extrêmement forte de prise de commande, on a articulé une stratégie, là on est même dans la tactique, qui jouait l'ubiquité, être présent directement et indirectement avec de relations presse, également avec un message en format vidéo pour occuper les différentes fonctionnalités de Google. Et c'est comme ça qu'on a capté plus de parts de monde que nos concurrents. Et voilà le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est maintenant que vous avez une méthodologie de pilotage pour votre stratégie SEO, vous pouvez activer vos actions opérationnelles et on pourra s'intéresser à ces éléments-là lors d'une conférence complémentaire, donc celle du 13 mai, c'est-à-dire les leviers concrets que l'on peut activer derrière. Mais il me semblait extrêmement important, avant de parler du temps de chargement de vos pages, etc., d'apporter une méthodologie concrète, une méthodologie qui vous permette de piloter vos efforts et de faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Il me semble que ça, c'est extrêmement important. Voilà pour le mot de la fin. Et puis, on aura encore un autre webinaire, c'est celui du jeudi 14 mai, pardon, pas du jeudi 14 mai, mais du 20 mai, qui lui parlera de l'éditorial, mais on pourra revenir là-dessus. Il est 11h09, je vous ai pris un peu plus de temps, mais ce que je vous propose, c'est maintenant de répondre à vos questions. Et on peut se donner le temps qu'on souhaite jusqu'à midi ou plus sans problème. Alors, je vais voir s'il y a des questions qui s'affichent. Sinon, vous prenez la parole, vous n'hésitez pas. Quelqu'un me demande quelle est la part des podcasts dans la SERP de Google. En fait, c'est relativement faible aujourd'hui, mais c'est en très très forte croissance parce que Google Podcast insère un carrousel audio uniquement si vous mettez dans votre requête podcast ou alors si vous nommez le podcast. Par exemple, Google, WAM Référencement a un podcast SEO qui s'appelle le WAMcast. Et si vous tapez WAMcast, vous allez voir le carrousel. Si vous tapez podcast SEO français, vous allez voir le carrousel ou podcast SEO et vous allez voir le WAMcast dedans. Et sinon, vous allez voir les pages de résultats de recherche, par exemple de WAM, à l'intérieur des résultats. Mais aujourd'hui, c'est très faible. Google fait comment dans ces cas-là? Il attend d'avoir d'abord de l'offre et ensuite, il fait la part belle de ses résultats dans ses résultats de recherche. Donc aujourd'hui, il fait la promotion de son Google Podcast et quand il aura une offre suffisamment abondante, il commencera à les mettre dans les résultats de recherche. Voilà. On me posait aussi la question, Vincent, est-ce que selon toi, pourquoi Google rend gratuit le référencement dans Google Shopping? Ah ben ça, c'est une excellente question. Vous le savez aussi bien que moi, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Eh bien, c'est la même chose qu'avec mon exemple dans Google Tourisme, dans le travel. Le produit, c'est la demande, c'est l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de concurrencer Amazon qui prend des parts de recherche, des parts de marché de recherche sur le e-commerce en particulier, sur cette verticale-là. Si tous les marchands gratuitement peuvent être présents dans les résultats de recherche avec tous leurs produits, eh bien, il n'y a plus besoin d'aller chez Amazon. Et le meilleur moyen de faire en sorte que vous le fassiez et que vous soyez présent au Google Shopping, c'est de le rendre gratuit. Voilà, tout simplement. Maintenant, je pense que le jeu de Google a toujours cette ambiguïté et il veille toujours à un certain équilibre. Ça n'engage que moi, mais je vous le dis comme je le pense. Prenons News. On travaille pour un média qui est moins connu que les autres, qui s'appelle TV5 Monde, qui n'a pas du tout les mêmes moyens qu'un Europe 1 ou qu'un Le Monde. Il ne publie pas 300 contenus par jour. Il en publie une vingtaine. Eh bien, le fait d'être présent dans Discover sur les mobiles nous a permis d'exploser littéralement notre trafic. C'est gratuit, c'est fait pour les petits médias. Est-ce qu'un jour il va le monétiser? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement un atout
pour un petit média. Google veille toujours à faire en sorte que ce soit gratuit pour qu'il y ait suffisamment de demandes. Il le fait évoluer pour que ça reste pertinent. Et de temps en temps, si vous voulez être meilleur, bah oui, il y a une possibilité d'être payant. Mais je pense qu'il ne sciera jamais la branche sur laquelle il est assis. Sinon, ça fait bien longtemps qu'il aurait mis beaucoup plus d'AdWords dans sa première page de résultats de recherche Google. Donc, je pense que c'est une opportunité à saisir. Et allez-y. Mais bien entendu, il va aussi derrière augmenter ses revenus pour convertir plus de résultats payants. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais si vous n'allez pas les mettre chez lui, vous allez les mettre chez Amazon. Donc, voilà. J'ai une question. Oui. Donc, Mathias de Brice Robert Arthur Lloyd. Quelles seraient les conditions pour apparaître dans les résultats actualité de Google? Alors ça, c'est une question aussi intéressante parce que souvent, les entreprises, les marques nous disent « est-ce que je suis éligible ?» Google a, par le passé, accordé beaucoup de souplesse et les marques pouvaient être présentes. Finalement, ce n'est pas tant la marque, c'est surtout la finalité du site et du domaine. Est-ce que la finalité est de vendre et la finalité est de faire du lead? Alors c'est compliqué d'être dans actualité. Sauf si vous êtes sur une niche. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans la partie à proprement parler news. Vous pouvez y apparaître, mais plutôt sous la sous-rubrique blog. Je vais vous donner un exemple. On a un client qui s'appelle l'énergietoutcompris.fr. C'est une émanation du groupe Total pour la transition énergétique. C'est du contenu, mais la finalité, vous la devinez, c'est du lead. Mais le lead se fait par tout le contenu, donc le blog. On s'est déclaré dans Google News sous forme de blog et nous y apparaissons pour les requêtes très ciblées liées à la transition énergétique. Mais pour vous situer, lorsqu'il y a une requête très forte sur la transition énergétique en concurrence avec les grands médias que vous connaissez, nous n'apparaissons pas. Notre part de visibilité est très faible. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez probablement y arriver par le biais d'un blog présent sur votre site avec un sous-domaine, mais plutôt estampillé à ce moment-là blog. Voilà. Après, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a d'autres exemples et n'hésitez pas à faire part de votre expérience. Mais de mon expérience, c'est difficile d'apparaître dans News en tant que média, sauf si réellement je suis un média. On me posait une question, avec toutes les données que Google capte sur les utilisateurs, est-ce qu'il est RGPD compliance? Eh bien, c'est à Google qu'il faudrait poser la question. En tout cas, il y a un gendarme européen qui est extrêmement actif et qui, à mon avis, les États-Unis peuvent nous envier parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une autorité qui régule intelligemment pour les utilisateurs comment dire, les actions très offensives des GAFAM. Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse filtre. Ça n'engage que moi, je ne fais pas de politique, je vous dis simplement que je pense que ça protège l'utilisateur. Comment Google va s'affranchir de la RGPD? Eh bien, mon petit avis, et là je peux vous emmener vers le dernier WAMcast, le dernier sujet du WAMcast qu'on avait fait sur le site de WAM Référencement, parce qu'on parle de ce sujet-là. En fait, vous avez peut-être compris que le cookie tiers, le cookie qui permet aux régies publicitaires de savoir que c'est vous qui êtes allé sur tel site, et donc quand vous allez sur le site de Le Monde, je vous remets une publicité du site en question parce que vous êtes déjà allé dessus, et je vais vous remarketer comme ça pendant 30 jours jusqu'à ce que vous validiez la vente. Ce cookie tiers-là, effectivement, comme il n'est pas RGPD compliant, que de toute façon tous les navigateurs veulent s'en affranchir, Google a dit dans 2 ans, je le supprime. Et comment est-ce qu'il va continuer à pouvoir cibler correctement ces publicités alors que c'est un acteur incontournable qui prend toute la part ou la plus grosse part en France de la publicité? Eh bien, en fait, il a déjà la solution. La solution, c'est simplement que quand vous êtes sur Google, vous avez de meilleurs résultats quand vous êtes logué avec votre mail.
Il y a fort à parier d'ailleurs que vous avez déjà Gmail. Il y a fort à parier que vous ayez Google Calendar. Et puis il y a fort à parier que vous utilisez même YouTube de façon loguée. Vous êtes logué, Google a toutes les stats. Et il n'a pas besoin de savoir que c'est David Eicholzer qui fait ça et ça. Il prend des panels, il zoome un niveau au-dessus et il se dit, tiens, David fait partie plutôt des entrepreneurs qui a une quarantaine d'années et des enfants. Et c'est très bien, il a toutes les informations qu'il lui faut et il sera toujours aussi fort en ciblage, mais il n'aura pas besoin de rattacher ça à un individu, mais à une population. Et celui qui est le plus armé, c'est Google. En tout cas, c'est mon avis. Alors, je prends les questions telles qu'elles s'affichent. Hein. C'était quand Google vous laissait être présent dans les features snippets et Oui, alors absolument. Tout à l'heure, je vous disais dans feature snippet que je montrais pour Fuel Market, j'étais feature snippet plus premier. Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le rappeler, je l'ai précisé tout à l'heure, quand vous êtes en feature snippet, vous n'êtes plus premier dans Google ou deuxième ou troisième, vous êtes uniquement dans la feature snippet et la position n'est pas doublée dans les liens bleus. C'était le cas avant. Parce que Google considérait que c'était un doublon et que vous piquiez une place supplémentaire au nom de la diversité de réponses. Les dernières études pour vous répondre là-dessus, celle de Moz qui a été faite, montraient que si vous préfériez rester premier plutôt que dans la feature snippet, vous perdiez 12% de clics. Donc finalement, il vaut mieux être présent dans la feature snippet. Enfin, ça, c'était vrai pour Moz. Là aussi, je vous invite, et c'était le sens de mon message ce matin, à faire des études vous-même pour vous dire est-ce que c'est vrai pour moi. En tout cas, cette étude disait que, et je vous invite à tester pour vous, quand vous êtes en feature snippet, vous avez plus de visibilité et vous obtenez plus de clics, clairement. Autre question, dans votre exemple, vous avez évoqué la requête prix du fuel recherchée 110 000 fois par mois. Comment obtenir cette information par secteur d'activité via la Search Experience? Alors, on peut utiliser plusieurs outils. N'hésitez pas en tout cas, puisqu'il y a d'autres SEO dans la salle virtuelle, donc ce que je dis n'est surtout pas dogmatique, hein, c'est issu de mon expérience, mais chacun a son expérience et moi j'aime bien qu'on partage et qu'on en discute. Alors, on va utiliser différents outils. L'outil pour moi le plus fiable aujourd'hui, ça peut être Answer the Public, ce genre de choses, mais ça ne vous donne pas de chiffres. On peut utiliser la suggestion de recherche, mais ça ne vous donne pas de chiffres pour Google. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser soit SEMrush, qui va prendre les chiffres de Google. C'est déjà un premier pas si vous ne pouvez pas multiplier les outils. Mais peut-être que le plus fiable encore et le plus simple, c'est si vous avez déjà des campagnes AdWords, c'est simplement d'utiliser l'outil Google AdWords pour prendre les chiffres mensuels qu'il vous donne, les prendre de janvier à décembre pour avoir la saisonnalité. C'est, je pense, le moins faux, puisque ça émane de Google lui-même. Donc, en général, ce sont des chiffres intéressants. On ne prend pas les chiffres à la lettre, mais on les prend comme ordre de grandeur et ça fait très bien le boulot. Voilà. Et pourquoi on ne le prend pas de façon précise? Parce que Google le dit, ce sont des tendances. Et d'ailleurs, si on voulait être vraiment juste, il faudrait faire des regroupements sémantiques parce que prix du fuel et prix fuel, c'est la même requête, alors que Google va vous dire que l'un c'est 110 000 fois et l'autre 90 000 ou 110 000 aussi, et ça ne ferait pas 220 000, c'est la même. Donc il faudrait les regrouper. Donc apprendre avec des pincettes. Qu'est-ce qui définit une position premium dans les résultats People Also Ask par rapport à un concurrent? C'est la même chose que pour les feature snippets. Si je fais la réponse Google, qui est toujours très générique, il faut être autoritaire. En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du paradigme EAT. J'en parlerai d'ailleurs le 13 mai. EAT, c'est expertise de votre contenu, autorité de votre contenu, de votre marque, voilà, et le niveau de confiance, trustworthiness, confiance de votre marque. Est-ce que vous êtes expert? Est-ce que vous êtes reconnu en tant qu'autorité? Et est-ce que les gens vous font confiance? Est-ce que vous avez une bonne réputation? Si vous remplissez ces trois critères que l'on peut mesurer, on le verra le 13 mai, on a créé une grille chez WAM Référencement d'évaluation. Elle n'engage que nous. C'est une façon de rendre les choses très concrètes et de mesurer un petit peu ce qui se cache concrètement derrière ces trois éléments. Alors, vous êtes sélectionné.
Ça veut dire concrètement que vous avez le bon contenu qui répond à la bonne information et vous êtes cité avec un lien, une mention vers de votre marque, vers votre contenu parce que vous êtes le meilleur. Et c'est comme ça que vous êtes sélectionné dans les People Also Ask et dans les feature snippets. Je ne vous cache pas que c'est plus facile que d'être présent sur des mots-clés génériques. Comprenez que les People Also Ask sélectionnent davantage de la longue traîne, des expressions sous forme de questions précises. Par exemple, comment régler ma chaudière à fioul? Ça, c'est une expression de longue traîne et c'est là que vous apparaissez plus facilement dans les résultats de recherche. Je veux dire par là que même si vous n'êtes pas encore très autoritaire, mais que vous avez un bon site qui fait bien les choses et qui a du contenu d'expertise, vous pouvez glaner des positions dans ces espaces. Ce n'est pas que l'apanage des gros. Voilà. Merci à ceux qui me remercient et merci de votre temps. Je vois encore s'il y a quelques questions et je reste sans problème. Une recommandation pour des plugins pour taguer son site WordPress. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de WordPress. Je vais vous faire une réponse qui probablement vous suffira pas, qui est très générique. C'est l'utilisation de Yoast qui me semble très bien. Il y a également le plugin de Google, le kit Google SEO, qui maintenant permet de lier un certain nombre de fonctionnalités avec directement la Search Console. Mais à titre personnel, comme vous le devinez, j'ai encore quelques projets en main, mais je ne suis pas aussi aguerri que ma Dream Team WAM, que mes 12 chefs de projet SEO. Je crois même qu'ils sont plus que 12 maintenant, s'ils m'écoutent. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre là spontanément de façon aussi précise qu'eux. Mais je pourrais vous répondre si vous voulez, sans problème. Voilà. Est-ce que les progressives web apps sont pertinentes pour optimiser le SEO? Alors ça, je vais y répondre la semaine prochaine, le 13. Et comme je vous le disais, je ne pouvais pas tout aborder parce que sinon, ça devenait quelque chose de très compliqué ou de très long. Donc, j'y répondrai le 13, mais en 2 temps. Je pense que les progressives web apps, qui finalement sont une réponse technique pour charger rapidement son site web, donc à mi-chemin entre l'application web et le site web. Donc, vous avez les avantages d'une application, c'est-à-dire l'engagement des utilisateurs. Et puis, vous avez l'avantage d'un site web pour être extrêmement visible et avoir plein d'entrées par une arborescence très fine. On va résumer ça un petit peu comme ça. Et vous avez en plus la possibilité d'envoyer des push notifications, d'encercler votre internaute pour le faire revenir, multiplier les occasions de le faire revenir. Et l'avantage, c'est que tous les parcours utilisateurs dont on parlait tout à l'heure peuvent être préchargés. Et donc, lorsque j'arrive en tant qu'internaute sur l'intention de recherche, je veux savoir où je veux acheter, vous avez tracé déjà vos parcours et ils sont déjà préchargés. Et ce qui fait qu'au moment où vous cliquez sur la page, ils apparaissent quasiment de façon spontanée. Et donc, il n'y a pas de temps d'attente. Et c'est assez exceptionnel à vivre. Si vous allez sur l'équipe, par exemple, il y en a plein d'autres, ou le monde, vous avez une progressive web app et c'est extrêmement rapide à charger. C'est assez bluffant. En résulte quoi? Un meilleur engagement. En résulte quoi? Des meilleures conversions. La meilleure métrique du temps de chargement, ce n'est pas le SEO, c'est la conversion. Et la conversion, c'est plus de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on pilote. Est-ce qu'on a intérêt à faire d'améliorer le temps de chargement? Le SEO, c'est presque secondaire. De toute façon, ce qui est bon pour l'utilisateur est bon pour Google. Et Google vous répondra toujours. En tant que tel, le temps de chargement n'est qu'une part infime du succès du SEO. Ce n'est pas là la question. La question, c'est est-ce que vous avez la bonne réponse? Est-ce que vous avez une réponse d'expert? Et est-ce que vous êtes reconnu pour ça? Donc, PWA, c'est plutôt pour optimiser le trafic qui arrive chez vous. Et pour finir là-dessus, le trafic qui arrive chez vous, si vous mettez plus de 3 secondes à le charger, il y a déjà la moitié qui part. Voilà une bonne raison, je pense, de faire appel à des PWA. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut encore y répondre 3-4 minutes. Vous n'hésitez pas. Ou des remarques. En tout cas, je vous remercie chacune, chacun de votre écoute. J'espère que ce n'était pas trop dense. Vous aurez le replay.
Et puis, on est disponible pour échanger en arrière-boutique après ce webinaire. Et puis, on peut se retrouver la semaine prochaine. Vous aurez, par le biais de CPME et des communications que fait Gaël, et je le remercie encore au passage. Merci pour la tribune, Gaël, pour ce matin. Et pour la semaine prochaine, on pourra prolonger ces discussions sur le SEO. Merci pour cette association, je dirais plutôt. Merci à tous et puis à très vite en tout cas.